Mes chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Dans le septième chapitre de ce module, nous allons traiter l'un des groupes du bloc P, à savoir le groupe des chalcogènes ou tout simplement le groupe de l'oxygène. Une petite introduction. Comme vous le savez, plus on va vers la droite du tableau périodique, plus les éléments deviennent non métalliques. Et plus on descend vers le bas, plus les éléments ils deviennent métalliques. Le polonium, par exemple, est considéré comme un métalloïde. La configuration externe de ces éléments est NS2NP4. Il leur manque deux électrons pour compléter la couche de valence et ils existent donc sous forme de X2-. Le groupe est appelé chalcogène. Le mot chalcogène signifie minerai, donc pour chalco et gène, produire. Certains auteurs considèrent que le mot chalcogène signifie produire du cuivre ou bien engendrer du cuivre. Ceci est lié au fait que le cuivre, il existe dans les minerais sous forme d'oxyde ou bien de sulfure, c'est-à-dire il est combiné aux éléments chalcogènes et à partir de ces oxydes et des sulfures, on peut extraire par réduction du cuivre. Alors les éléments de ce groupe sont en tête, donc on a l'oxygène qui est suivi du soufre, ensuite le sélénium, donc la lettre S toujours, et la lettre S dans l'ordre alphabétique, il est suivi de T, donc ST, SE, TE pour le tellure, et enfin on a le polonium dont le nom est celui de l'origine de Marie Curie qui a découvert cet élément qui est d'origine polonaise. Le dernier élément, le divermorium, c'est un élément qui est synthétique. Donc dans la suite, on va se limiter au polonium. Alors pour l'oxygène, comme premier élément, c'est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre. Il constitue à peu près 50%. Il constitue 23% en masse de l'atmosphère. Et pour la production de l'oxygène, il y a différentes méthodes. Alors la première méthode, c'est tout simplement le clivage photochimique de la molécule d'eau, qu'on a déjà vu lors de la production de l'hydrogène. Et la photosynthèse qu'on a évoquée lorsqu'on a parlé de la molécule de la chlorophylle, qui est un complexe de magnésium. Cette réaction qui permet de transformer l'énergie lumineuse en énergie donc chimique en produisant du glucose avec dégagement de l'oxygène. Un autre moyen de production de l'oxygène, c'est la distillation de l'air liquide. À titre d'exemple, aux États-Unis, la production annuelle est de 2 puissance 10 kg de O2 liquide, c'est-à-dire l'équivalent de 80 kg par habitant. Donc il y a ces trois méthodes de production de l'oxygène, soit le clivage photochimique, ou bien la photosynthèse, ou bien tout simplement en distillant l'air liquide. Bon, l'utilisation de l'oxygène, bon, il y a plusieurs autres utilisations de l'oxygène. Par exemple, en sidérurgie, c'est-à-dire en métallurgie du fer, l'oxygène oxyde des impuretés pour donner de l'acier pur. À titre d'exemple, une tonne de O2 est nécessaire pour produire une tonne d'acier. Elle est également utilisée en médecine comme stimulant dans la respiration. Quelques propriétés physiques. Alors l'oxygène, la molécule de O2, oxygène ou bien pour être plus juste, c'est le dioxygène. C'est un gaz qui est insipide, incolore, inodore. Son point d'ébullition est très faible. Il est de moins 183 degrés Celsius. Et l'oxygène liquide qui est formé au cours
de la liquéfaction, il est bleu pâle. C'est une molécule qui est paramagnétique car elle a des électrons célibataires. Et ça, vous l'avez déjà vu lorsque vous avez fait le diagramme énergétique de la molécule de O2. Parmi les variétés allotropiques de l'oxygène, on cite l'ozone, c'est-à-dire O3, qui constitue une couche de 3 mm dans la stratosphère qui couvre la Terre. Et cette couche-là est responsable de la couleur bleue du ciel, car l'ozone il absorbe les rayons UV du soleil et donc il nous protège contre le danger de ces rayons. En présence de la lumière solaire, donc, le O2 il est transformé en ozone O3. Au laboratoire, il est produit par décharge électrique en utilisant donc le schéma suivant. C'est un gaz qui est bleu, il a une odeur qui est piquante et son point d'ébullition il est bien sûr supérieur à celui de l'oxygène car là vous avez un oxygène de plus. Alors pour la décharge électrique, on a donc deux tubes de verre interne et externe et on a deux feuilles métalliques externes et internes et la DDP qui va assurer donc cette décharge, il varie entre 10 000 et 20 000 volts. L'oxygène sec introduit sous l'effet de cette décharge va donc produire de l'ozone en présence donc de O2 qui n'a pas réagi. Le deuxième élément qu'on peut citer du groupe, c'est le soufre. Le soufre se trouve dans les minerais sulfurés tels que la galène PBS, le cinabre HGS, la pyrite ou bien de fer ou bien ce qu'on appelle l'or des fous. Pourquoi l'or des fous? Parce que lors des recherches de l'or en Amérique, les chercheurs se sont trompés en assimilant la pyrite de couleur jaune, c'est-à-dire qui ressemble à l'or, ils l'ont assimilé tout simplement à de l'or, alors qu'il s'agit tout simplement d'un sulfure de fer. Puis on a comme dernier minerai le sulfure de zinc qui peut exister sous forme de deux variétés allotropiques, la wurtzite et la blinde qu'on appelle également la sphalérite que vous aurez l'occasion de voir en S4 en cristallographie. Le soufre peut être extrait par un procédé connu sous le nom de procédé Claus, par traitement de H2S, de sulfure d'hydrogène, qui se trouve dans le pétrole ou bien dans le gaz naturel. Selon cette réaction-là, qui donne de l'oxyde de soufre, qui peut réagir sur H2S pour donner du soufre en présence donc d'alumine et à des températures de l'ordre de 300 degrés. Le soufre peut être utilisé dans la préparation de l'un des composés importants, à savoir l'acide sulfurique selon cette réaction. Alors, quelle est la structure du soufre? Alors, le soufre, il peut exister sous forme de différentes molécules. Il est non métallique, donc c'est un solide qui est moléculaire non métallique, qui est jaune, insipide, il est presque inodore, il est insoluble et il est constitué de cycles et suites. Donc la molécule la plus connue, c'est la molécule et suite qui se forme d'une couronne. Et cette couronne nous rappelle un peu la forme bateau du cyclohexane en chimie organique. Parmi les variétés du soufre, on a la variété rhomboédrique qu'on verra sur le diagramme de phase. C'est la variété la plus stable dans les conditions normales. Et le soufre, il peut donner des chaînes. Il est différent de l'oxygène. Cette forme s'appelle donc la caténation. C'est un peu ce qu'on retrouve pour le carbone. On a des chaînes CC. Donc là, on peut avoir également la même chose pour le soufre.
et il peut donner des ponts disulfure par oxydation d'éthiol, par exemple dans les chaînes de protéines. Le diagramme de phase du soufre dans la partie solide la présente ces deux variétés, à savoir la variété monoclinique et la variété rhombique alpha donc et bêta avec l'existence de points triples. C'est un diagramme qui ressemble à celui de l'eau. Alors le tableau suivant permet de résumer quelques propriétés physiques des éléments du groupe 16 à 25 degrés et sous une atmosphère. La configuration électronique, comme on l'a déjà vu, c'est NS2-NP4. Et les points d'ébullition globalement, ils augmentent de haut en bas, contrairement à ce qu'on a vu pour les métaux, car dans ce cas, pour les composés du bloc P, lorsqu'il s'agit de composés moléculaires, les points de fusion et d'ébullition augmentent lorsque la masse de l'élément augmente. Il s'agit donc de gaz pour l'oxygène et l'ozone. Les autres éléments sont des solides et le caractère métallique augmente de haut en bas. Les densités sont globalement faibles si l'on accepte donc les deux derniers éléments qui ont un caractère métallique, à savoir le tellure et le polonium.